Très bien. Mesdames, messieurs, ok. Mesdames, messieurs, chers participants en ligne, bonjour. Bienvenue pour cette session de présentation du programme Biopama en Afrique de l'Ouest. Alors cette session qui va durer 1 heure va être présentée par un panel d'intervenants. On commencera par Roxana qui vous présentera le programme Biopama, qui est un programme mondial. Et donc, elle vous développera le concept à un niveau global. Et puis, de mon côté, je vous présenterai les résultats et les composantes majeures qui sont mises en œuvre en Afrique de l'Ouest. Le programme Biopama sera ensuite présenté plus dans les détails par Marine, qui reviendra sur l'une des composantes majeures de ce programme, qui est le fonds d'action, qui vient en soutien à nos membres, à nos non-membres, à des ONG, sur des projets de conservation de la biodiversité. Et puis le CSE, qui est membre du consortium qui développe l'OBAPAO, vous présentera quant à lui cet observatoire, qui est l'un des éléments majeurs de Biopama en Afrique de l'Ouest. Enfin, nous avons la chance d'avoir l'UEMOA avec nous, qui permettra de faire un petit mot et de conclure ce débat, avant d'enchaîner, si nous ne sommes pas trop gourmands en temps, sur une session de questions-réponses. Voilà, donc la session est en français, les slides sont en anglais pour satisfaire à tous les participants. Et je vois John Newby dans la salle, je profite pour le remercier, car c'est lui qui m'a permis de prendre cette photo au Niger, des dernières addax sauvages sur la planète. Donc je passe la parole tout de suite à Roxana. Thank you, Christian. Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette session. Dans ma petite intervention, je vais vous présenter le programme global Biopama. Donc, le programme Biopama, Biodiversity and Protected Areas Management, est un programme global mis en œuvre par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et le Centre commun de recherche de la Commission européenne, avec l'appui de nombreux partenaires dans le monde, comme le consortium de CSE, l'UEMOA dans l'Afrique de l'Ouest et beaucoup d'autres partenaires dans les autres régions du monde, d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Le programme Biopama est une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique qui est financée par l'Union européenne par le biais du 11e Fonds européen de développement. Donc, comme je vous disais, c'est un programme global qui a plusieurs composantes. La valeur ajoutée du programme Biopama, à notre avis, c'est fournir de bonnes informations et appuyer les décideurs politiques et les acteurs sur le terrain des aires protégées afin d'atteindre de bonnes aires protégées bien gérées et avec une très bonne gouvernance. Donc, ce que nous faisons dans le programme Biopama, comme vous voyez sur l'écran, on a 3 composantes importantes. D'une part, on a le fonds d'action, qui est un mécanisme de subvention qui est géré par l'UICN dans le cadre du programme Biopama. Et ensuite, on a le pilier principal du programme Biopama, qui est les observatoires régionaux et ces bases de données, donc les systèmes d'information de référence. Donc, je vais laisser mes collègues de parler sur les détails. On a ici les représentants qui vont nous parler de tout ça. Donc, l'objectif principal du programme Biopama, c'est vraiment d'avoir de bonnes aires protégées bien gérées, avec une très bonne gouvernance, et ensuite de fournir ces informations et cet appui aux décideurs politiques. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à Christian. Merci beaucoup. Merci Roxana. Donc la suite de mon intervention va être de vous présenter un petit peu plus en détail le programme Biopama, spécifiquement en Afrique de l'Ouest. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les aspects techniques, puisque vous allez avoir ensuite la présentation à la fois du fonds d'action et également de l'observatoire. Le but étant que vous ayez une vue un petit peu globale dans ce déroulé. Alors Biopama, c'est de la connaissance à l'action. Et en Afrique de l'Ouest, l'un des premiers outils qu'on a dû développer pour ce programme, c'est un observatoire qui permet de recueillir des données fiables, scientifiques. Et ces données sont faites pour être mises au service
du gestionnaire de l'aire protégée, mais également à différentes échelles, c'est-à-dire que son objectif est de permettre une meilleure gestion, un meilleur management de la biodiversité dans les aires protégées, mais également de pouvoir influer et d'être une aide à la décision pour les politiques environnementales, qu'elles soient nationales ou régionales. Donc aujourd'hui, l'Observatoire de la biodiversité a été créé. Il est mis en œuvre dans 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, donc l'ensemble des pays de l'UMOA, ainsi que la Mauritanie. Derrière cet observatoire, il y a un système d'information de référence, et c'est en fait une base de données qui capitalise l'ensemble des informations récoltées sur le terrain. Et c'est une interface qui permet de la rendre accessible à travers l'observatoire et surtout qu'elle soit actualisée en permanence et disponible pour le gestionnaire à tout moment. Cette base de données, ce système d'information de référence, recueille ces données avec des outils. Alors, des outils d'évaluation de la biodiversité ou d'aires protégées, il en existe énormément. Ici, l'outil que l'on a mis en avant et que l'on privilégie, c'est ce qu'on appelle un IMET. C'est l'outil IMET. Et cet outil-là a permis déjà, au sein de 23 aires protégées et de 6 pays, de récolter un ensemble de données. Et ce sont ces données-là qui sont rentrées dans le système d'information de référence et qui ensuite sont triés, analysés et mis en forme au sein de l'Observatoire, qui est une plateforme conviviale et accessible, facile pour le gestionnaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est tout petit, c'est fait exprès pour que vous ne puissiez pas voir. C'est juste pour vous dire que une IMET, c'est beaucoup de données, des données à caractère descriptif, mais également analytique. C'est vraiment un outil d'aide à la décision pratique quand vous êtes gestionnaire d'une aire protégée et qui travaille à la fois sur des composantes associées à des suivis de la faune sauvage ou de la biodiversité, à des évaluations, mais également va travailler sur toutes les composantes de l'aire protégée, la gestion, mais aussi la gouvernance et les questions de levée de fonds pour ces aires protégées. Biopama, c'est de l'acquisition de connaissances, des connaissances utiles pour le gestionnaire, mais c'est aussi des publications de référence. Et là, je vous ai fait 2 exemples. La première concerne le patrimoine mondial. Cette publication date de 2020 sur les progrès et les perspectives. Et puis, ce sont aussi des outils comme ce guide méthodologique qui est à destination des gestionnaires d'aires protégées pour justement pouvoir utiliser l'outil IMET et donc l'intégrer au système d'information de référence et à l'observatoire. Pour atteindre ce résultat, il est nécessaire de renforcer les capacités des acteurs locaux. Et donc, Biopama met en place des formations, alors des formations spécifiques sur certains outils de collecte de données, mais aussi des formations diplômantes pour former les nouvelles générations, les nouveaux gestionnaires des aires protégées. Donc ça s'adresse à des étudiants, mais aussi à des cadres des départements des aires protégées, des eaux et forêts ou des parcs naturels. La deuxième composante du programme Biopama, dont Marine reviendra en détail, donc c'est juste une slide, c'est le fonds d'action. Le fonds d'action vient en soutien à des projets de conservation. Aujourd'hui, ce sont 18 projets dans 8 pays et 2 millions d'euros de dotation pour ces ONG qui travaillent sur le terrain. Très rapidement sur les impacts et les perspectives. Les impacts, bon, je vous les ai décrits assez rapidement. C'est d'abord un observatoire nouveau, il est tout jeune, hein, il a été créé et mis en œuvre en 2019, donc il est encore en cours de développement, on peut dire, et puis il le sera toujours, puisque l'ensemble des évaluations à travers les IMET vont implémenter cette base de données, et donc l'objectif c'est que cet observatoire vive, grandisse et accumule le plus de données possible. C'est le renforcement de capacité des acteurs sur le terrain, à la fois au niveau local, mais aussi national et régional. Et puis c'est l'action de conservation, c'est-à-dire l'action directe à travers le soutien que l'on offre aux ONG et à nos membres.
Les perspectives de Biopama, à travers notamment l'Obapao, c'est que cet observatoire puisse être une aide à la décision pour la région, pour les pays, et notamment dans le cadre post-2020 pour la conservation de la nature. Je vais passer la parole à Marine, qui va vous faire une illustration du fonds d'action. Merci. Alors, pour reprendre sur ce que mon collègue Christian disait, donc le fonds d'action est une des principales composantes de Biopama. Donc, qu'est-ce que le fonds d'action exactement? Donc, en fait, nous gérons un mécanisme de subvention de 21 millions qui est divisé à peu près en 3 millions par sous-région. Et l'objectif est d'aider les pays à adresser des priorités sur le sol, sur le terrain, et de pouvoir supporter des activités pour améliorer l'efficacité de la gestion et de la gouvernance des aires protégées, des aires conservées dans la région. Donc jusqu'à présent, depuis le départ de ce fonds d'action, depuis le commencement, depuis juin 2019 jusqu'à août 2021, nous avons eu 4 appels à propositions et nous avons eu un total 18 projets qui ont été financés. Nous avons pu toucher tous les pays, donc tous les pays ont pu appliquer à un moment donné ou un autre sur un des différents appels. Et donc le résultat, pour l'instant, nous avons 18 projets qui sont actuellement, qui ont commencé. Plus précisément, nous avons 4 projets au Bénin, 2 au Burkina Faso, 2 en Côte d'Ivoire, 2 au Cap-Verde, 2 au Nigeria, 4 au Sénégal, 1 en Sierra Leone et 1 au Togo. Donc avec ces projets-là, nous arrivons à couvrir plus de 25 aires protégées et conservées, et ça représente approximativement 2 millions sur les 3 qui ont été alloués jusqu'à aujourd'hui, en sachant qu'il y aura d'autres appels à propositions qui vont probablement avoir lieu encore à partir de l'année prochaine. Et je voulais vous montrer, là ici on va vous montrer quelques exemples de concrètement qu'est-ce que ça veut dire ces projets, qu'est-ce que les gens font. Et on a 2 vidéos à vous montrer qui sont très courtes, qui sont des vidéos qui ont été faites par nos bénéficiaires pour que vous puissiez vous rendre compte exactement, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire. Le programme d'action Biopama aide les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique à traiter leurs priorités pour améliorer la gestion et la gouvernance de la biodiversité et des ressources naturelles. En vue de redorer l'image du Parc national du Bonco, l'OIPR a sollicité et obtenu du Fonds d'action Biopama une petite subvention technique d'un montant d'environ 93 386 €, soit environ 61 167 830 francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'amélioration des infrastructures d'accueil du Parc national du Bonco pour le développement de l'écotourisme et l'éducation environnementale dans l'agglomération d'Abidjan. Les 2 résultats majeurs visés par le projet portent sur la réalisation de l'étude de faisabilité de la construction d'une passerelle suspendue dans la canopée, dénommée Canopy Walk, au Parc national du Bonco, et la remise en état de l'écomusée du Parc national du Bonco, y compris l'acquisition d'équipements pour son aménagement. Rappelons que le projet a été conduit sur 7 mois durant lesquels des acquis notables ont été enregistrés. Ce sont entre autres 2 bâtiments entièrement réhabilités, l'acquisition d'équipements informatiques, notamment les ordinateurs, un vidéoprojecteur, une imprimante et un photocopieur. Le projet a également permis d'acquérir du matériel de bureau, à savoir des chaises et une grande table de réunion. En outre, le projet a permis d'éditer des visuels, notamment des autocollants, des affiches numériques grand format, pour ne citer que cela. Profitant de la célébration de la quinzaine nationale de l'environnement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assy, accompagné des membres de son cabinet, a effectué une visite au Parc national du Bonco, durant laquelle il a procédé à l'inauguration de l'écomusée, de la salle multimédia réhabilitée et des équipements acquis dans le cadre de ce projet. Pour continuer dans sa dynamique, l'OIPR, à travers son service de communication, a initié le jeudi 8 juillet 2021 une séance d'éducation environnementale avec les enfants riverains du village Agban-Atier dans la salle multimédia nouvellement réhabilitée. Au cours de cette séance, le lieutenant-colonel Fousseni Koulibaly,
chef secteur du parc national du Banco, a donné des enseignements sur les potentialités de ce joyau naturel situé en plein cœur de la ville d'Abidjan. Après avoir présenté un film documentaire sur l'importance des parcs nationaux aux enfants dans la salle multimédia, le cap a ensuite été mis sur le second bâtiment réhabilité où sont disposés des tableaux descriptifs de la faune et de la flore spécifiques au parc. Ici, le guidage et les explications se poursuivent toujours avec le lieutenant-colonel Coulibaly Fousseni, appuyé par l'ONG Vision Verte. Notons que le rayonnement touristique du parc national du Banco est au cœur de la stratégie de gestion de l'Office ivoirien des parcs et réserves qui veut faire de ce joyau naturel un incontournable dans l'offre touristique de la capitale économique ivoirienne. Ébloui, un chauffeur de taxi qui visite pour la première fois ce site magnifique rend son témoignage. Accompagner quelqu'un ici dans le parc de Banco, j'ai découvert un peu ce que Biobama a fait pour nos enfants. Vraiment, merci pour Biobama. Il faut souligner que l'ONG Vision Verte, un des partenaires de l'OIPR, qui aide à la gestion de ce parc, se dit satisfaite des réalisations. Il faut dire que ce centre éducatif permet de sensibiliser le public abidjanais, depuis les écoles primaires jusqu'aux classes d'université. Nous remercions véritablement Biopama pour la réhabilitation des locaux musées dans une grande ville comme la ville d'Abidjan. À la grande satisfaction du gestionnaire, le lieutenant-colonel Coulibaly Fousseni, chef secteur du parc national du Banco, donne l'importance des réalisations sur le parc. La salle multimédia offre donc des équipements en termes d'ordinateurs, en termes d'écrans de projection qui sont très utiles au déroulement de cette activité d'éducation environnementale. Le projet Biopama qui nous a donné donc l'occasion de réhabiliter ces deux entités-là, à savoir l'écomusée et la salle multimédia, est venu à point nommé pour nous permettre de redoubler d'ardeur et d'avoir beaucoup plus de commodité, pour booster, n'est-ce pas, nos sessions d'éducation environnementale. Et donc, je voudrais dire merci à Biopama. Les enfants du village riverain Agba-Atié sont visiblement satisfaits des efforts de l'OIPR pour contribuer à leur éducation. Ça, c'était un de nos projets en Côte d'Ivoire. Nous avons également une autre vidéo au Sénégal. Par contre, pour ne pas perdre trop de temps, parce que nous avons encore une autre présentation, nous n'allons pas la passer, nous la passerons peut-être après si nous avons encore du temps. Par contre, lundi après-midi, à 15h, nous aurons une session spécifique sur le fonds d'action en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale qui se passera dans la petite salle bleue derrière. Et là, en fait, on vous montrera plus en détail l'expérience du fonds d'action dans ces régions et une revue un peu des projets et des succès et des challenges qui ont eu lieu là. Donc, il y aura plus d'informations sur ça lundi. Je vais repasser la parole à Christian pour la suite. Merci Marine. Alors ça, c'est juste une petite publicité. On pourra y revenir après. C'est sur la PAC qui aura lieu à Kigali, au Rwanda. C'est votre prochain rendez-vous du 7 au 12 mars 2022. C'était à la fin, mais on devait maintenant passer la parole au CSE, qui est le Centre de suivi écologique au Sénégal, qui est le chef de file du consortium, qui a pour charge de créer, développer, mettre en œuvre l'observatoire. Alors... Adja, la parole est à vous. Merci Christian. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est Adja Issotoussi du Centre de suivi écologique, comme l'a si bien dit Christian. J'ai le privilège de vous faire la présentation sur l'Observatoire au nom du consortium constitué par le RAMPAO, le Regional Marine Center de l'Université de Ghana et le Centre Acrimet. Donc, ma présentation va suivre le plan suivant.
Donc, je vais brièvement vous parler de l'objectif et de la vision et des objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les résultats, la structure de l'observatoire, les actions clés que nous avons menées et qu'on continue les next steps, les défis, challenges et les bonnes pratiques. Donc, la vision définie déjà en 2019 lors du lancement de l'Observatoire, c'était que les pays de l'Afrique de l'Ouest améliorent de manière significative sur le long terme la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources naturelles à l'horizon 2030. Cette vision est déclinée en objectif global. C'est l'amélioration sur le long terme du maintien de la biodiversité en Afrique de l'Ouest et aussi de promouvoir l'utilisation des données et des bonnes pratiques scientifiques, ainsi que le renforcement de capacités pour le support à la décision publique et en matière de conservation de biodiversité et de développement, développement durable, de gestion durable des aires protégées. Pour rappel, je pense que ça me gêne un peu. Pour rappel, l'Afrique de l'Ouest, c'est 2418 aires protégées. On n'a pas encore fini, ça c'est les données de août 2020. La base de données du pouvoir est en train d'être actualisée et qui constitue plus de 837 000 km², dont 17% en écosystème terrestre et un peu plus de 2% en écosystème marine. Donc, je vous ai parlé de l'objectif global. Cet objectif global est scindé en deux objectifs spécifiques. D'abord, la première, c'est de faciliter la mise en place d'une base de données d'information, qui est le RIS. Le deuxième, c'est de renforcer de manière durable les mécanismes de gouvernance et de durabilité de l'observatoire. Donc, pour cela, chaque objectif est découlé en deux résultats attendus. Je pense qu'on va partager la présentation, on ne peut pas revenir. Donc, pour atteindre ces résultats, un mécanisme arrangement institutionnel a été mis en place autour de plusieurs acteurs. Déjà, au sein du consortium, il a fallu faire des mémorandums, signer le projet de charte de gouvernance entre les différents membres du consortium, mais aussi des mémorandums d'entente entre le CSE et chaque membre du consortium. Tout ceci pour faciliter les modalités de mise en œuvre. Après cela, le CSE, en tant que lead du consortium, a eu à signer le contrat avec l'UICN. Et c'est à cet effet, c'est le CSE qui rend compte à l'UICN et l'UICN à l'Union européenne en tant que bailleur. À côté de cet arrangement institutionnel avec l'UICN, il y a le contrat que le JRC a fait avec le CSE. Et ce contrat a permis de recruter 3 experts, à savoir un expert IT, un expert SIC et un expert métier spécialisé en biodiversité et aires protégées. Mais aussi, il y a le support technique contenu dans le cadre du développement de URIS. À côté de cela, je vous évoquais tantôt la WDPA. Donc, par rapport à ça, il y a un arrangement institutionnel, un protocole d'accord qui existe entre le CSE et UNEP-WCMC, donc qui nous permettent, nous, in fine, à l'Observatoire, d'actualiser la base de données des aires protégées de l'Afrique de l'Ouest au niveau des 16 pays. À côté de cela, nous avons cet arrangement institutionnel entre aussi les 16 pays. Les 16 pays membres, les 16 pays bénéficiaires de l'Observatoire, mais plus membres encore, à travers la désignation des points focaux, mais aussi la mise en place d'une charte de partage de données ou d'un protocole de partage de données avec les 16 pays membres. Nous sommes aussi en partenariat avec d'autres projets ou initiatives. Et là, dans ce cas-là, PAPBio, et nous allons aisément signer ce protocole-là qui est en cours et qui concerne le développement d'un SIG au niveau de la zone côtière, mais aussi l'hébergement du système d'information sur la criminalité phonique, le hub virtuel, entre autres. Donc, tous ces arrangements institutionnels
dont on les regroupe autour des 4 grands groupes de parties prenantes que vous voyez. Là, c'est le consortium. Nous avons les pays avec les hôtes institutionnels que constitue l'UEMOA, ici représentés, et la CEDEAO, les 16 pays membres listés et les donateurs partenaires. Il faut souligner que là aussi, il y a des donateurs et des partenaires qui s'ajoutent au fur et à mesure. Donc, tout ceci nous a permis de faire un arrangement structurel, une organisation structurelle, à travers différentes composantes qui reprennent un peu le plan de travail, les résultats. Ici, vous voyez que la communication est en transversale, donc toutes les entités du consortium contribuent à cette composante-là. Donc le CSE, comme je le disais tantôt, en tant que lead, rencontre à l'UICN, qui à son tour fait le reporting pour l'Union européenne. Le consortium est appuyé techniquement par JRC, le Centre commun de recherche, l'UNEP WCMC, l'UICN et les autres membres de l'UICN. Il y a aussi les autres partenaires institutionnels et autres initiatives. Par rapport aux autres initiatives, je citais tantôt PAPBio, il y a PAPFOR, WACA, Molowa, JMS Africa. Donc, il faut noter que Molowa et JMS Africa, une partie est déroulée par le CSE. Donc, il y a les points focaux que vous voyez ici, qui sont le cœur du système parce qu'ils sont les croix de transmission de l'information entre les États et l'Observatoire. Donc, ils font partie de ces États-là, mais aussi, ces États sont en interrelation avec les organisations sous-régionales, à savoir l'UEMOA et la CEDEAO. Donc, tout ceci nous a permis de mener des actions clés en termes de gouvernance. Comme je le disais tantôt, les arrangements institutionnels. On a commencé réellement depuis environ 10 mois, mais durant ces 10 mois-là, on a vraiment bien avancé sur certains processus, dont les arrangements institutionnels, certaines synergies qui sont mises en œuvre, mais aussi l'élaboration du protocole de partage de données qui est finalisé. Mais aussi, l'Observatoire est en train de développer plusieurs plateformes, notamment le RIS, qui est bien avancé, on est presque en phase de finalisation, mais aussi le CICE, le système d'information sur la criminalité phonique, qui est maintenant hébergé au niveau du centre de suivi et qu'on essaie d'implémenter. Donc, tout ce système-là est bien en place. Nous avons aussi la collecte, l'analyse de données pour la production d'informations. Dans ce cadre-là, comme le disait tantôt Christian, il y a l'outil IMET qui est l'outil phare et il y aura 2 campagnes, mais la première a bien débuté. Donc, on a fait 6 évaluations au niveau de 3 pays, mais ces campagnes-là continuent. Je vais vous présenter quelques résultats d'ici la fin. Nous avons aussi 2 études pour un peu pour orienter la décision et les mécanismes pour l'Observatoire. La première étude, ça concerne la gouvernance et la durabilité de l'Observatoire. Le deuxième portera sur les indicateurs qui devront être mis en place, définis, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau sous-régional, pour orienter la prise de décision, mais aussi aider les pays membres à rendre compte de la mise en œuvre des conventions internationales, y compris la CDB, mais aussi les autres. Nous avons aussi l'élaboration du rapport sur l'état des AMP qui a débuté, qui a été relancé déjà depuis le mois de juillet et qui est en cours. On espère que d'ici mars, ce sera fini. Donc, vous l'aurez, Inch'Allah, à Kigali. Donc, on pense pouvoir vous le présenter. À côté de cela, nous avons le renforcement de capacité. Donc, il y a plusieurs sessions qui sont prévues en virtuel, mais aussi en présentiel. Il y a 2 déjà qui ont été faites pour les membres du consortium, mais aussi pour les points focaux. Il y a le grand atelier de renforcement de capacité qu'on avait eu à faire au mois de mai à Accra. La communication et le plaidoyer qui est toujours en cours, parce qu'une institution de cette envergure, 16 pays, je vous ai dit, près de 2500 aires protégées, il faut beaucoup de communication pour manager tout ça, pour mettre en cohésion tous ces aspects-là.
Donc, dans le cas des actions clés, là, c'est une capture d'écran du risque que vous voyez ici. Les outils de communication qu'on a eu à développer, je vais y aller très rapidement. Et là, c'est aussi les évaluations IMET. Là, c'est les premiers résultats, les premiers esquisses. Quand on fait le graphique sur l'efficacité de gestion, on se rend compte qu'il y a un point faible. Même si les aires protégées n'ont pas cette même dynamique, il y a ce point faible-là des intrants où seul l'AMP de ABN sort un peu exclu. Donc, on voit net les améliorations qu'il peuvent y avoir. Ici, c'est vraiment genre un poster qu'on a eu à réaliser sur l'AMP d'AMBN, qu'on a fait aussi pour les 6 AMP qui ont été évalués, 2 au Sénégal, 2 en Guinée-Bissau, 2 en Guinée-Conakry. Donc, pour ces 6-là, il y aura pour chacune des aires protégées ce poster-là qui sera disponible sur le site Internet que vous pourrez télécharger ultérieurement. Donc, toujours dans le cadre de cette évaluation, vous avez vu le niveau de pression qu'il y a sur les AMP. Au moins, le niveau de pression est au moins égal à 40% sur les ressources, ce qui est très, très important. Mais aussi, un autre point qui est important, c'est l'état, la tendance et la dynamique des éléments de conservation, qui sont le cœur, qui est, in fine, ce qu'on attend de la conservation, qui est assez faible, même si elle n'est pas négative, parce que ces valeurs peuvent être négatives, elle est assez faible pour dire qu'il y a des choses, en fait, on doit prendre les devants sur certaines choses, cette dynamique fléchissante de la conservation. Et l'autre point qu'on peut avoir, c'est ici au niveau du budget, on se rend compte que pour toutes les aires protégées, le budget, les infrastructures, équipements, ça fait défaut. Donc déjà, on a une idée de ce qu'on doit faire en termes de solutions ou de perspectives d'orientation pour améliorer la gestion. Donc, j'en viens au next step, c'est de finaliser le risque, mais aussi de le dupliquer, parce qu'on doit le dupliquer au niveau de l'UEMOA, mais aussi au niveau de l'agrément. Il y a de poursuivre la collecte de données, je vous disais des 6, mais normalement, c'est 16 aires protégées qui seront évaluées d'ici la fin de l'année. C'est en cours, mais aussi la collecte d'autres données pertinentes. Il y a le suivi des 2 études sur la gouvernance et sur les indicateurs, mais aussi la validation des rapports. La capitalisation des expériences avec les autres observatoires. Dans le cadre de Biopama, il y a 5 observatoires au niveau international, mais on est beaucoup plus en interaction avec l'OFAC, où vraiment des sessions de renforcement de capacités mutuelles se font régulièrement. Il y a aussi un peu le renforcement de capacité des membres du consortium, mais aussi des points focaux nationaux et le renforcement des synergies autour de l'OBAPAO. En termes de challenge, la COVID est un challenge pour tous. Heureusement, le vaccin a permis de pallier, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Mais aussi, avant cela, nous, au niveau sous-régional, les déplacements étaient beaucoup plus faciles. Donc, on a pu tenir des sessions de renforcement de capacité. Les challenges, c'est la collecte des données autres que IMET, parce que la biodiversité, certes, il y a une certaine biodiversité qu'on puisse matérialiser ou capitaliser à travers les aires protégées, mais je pense que les précédentes présentations en ont fait état. Il y a une biodiversité aussi en dehors des aires protégées et il faut trouver des outils ou des mécanismes pour avoir l'état de cette biodiversité-là, mais aussi d'autres types d'outils qui existent. La mobilisation, le maintien de la mobilisation autour de l'observatoire, je vous l'ai dit, vous avez tous les acteurs qui sont autour. Donc, c'est un grand défi de maintenir cette cohésion-là qui est déjà installée. Les aspects aussi institutionnels, la durabilité institutionnelle et financière. Actuellement, nous sommes à l'état de projet, mais d'ici la fin de Biopama, il faut nettement réfléchir. Je pense que l'étude sur la gouvernance et la durabilité va nous aider à trouver les orientations, mais c'est un défi qu'on ne perd pas de vue. En matière de bonnes pratiques, il faut noter le fait que le processus dès le début a été participatif. Donc dès le début, tous les pays, tous les acteurs se sont engagés et se sont mobilisés pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais aussi, il y a quelque chose qui n'a pas été décidé au début, c'est la mise en place des points focaux, communication au niveau de tous les pays, des 16 pays, mais aussi des autres acteurs institutionnels. Sur ce,
Je vous remercie, ça a été un peu long. Merci. Merci Adja pour cette présentation. Je vais remettre le PowerPoint du départ. Alors, vous avez compris que cet observatoire, c'est quelque chose de très important pour la région. C'est un outil nouveau qui répond à un réel besoin et qui est totalement aligné avec la stratégie des pays de l'UEMOA, de l'UCN et également de l'Union européenne qui finance Biopama, mais qui finance également à travers la convention PAP Bio un autre programme qui traite de la gouvernance et qui a pour objectif de développer des dispositifs de gouvernance régionaux de ces aires protégées. Et en ce sens, cet observatoire est parfaitement aligné avec cette stratégie régionale que l'UMOA met en place avec le soutien de l'UCN et de l'Union européenne. Ce qui m'amène vers la fin de cette session, et nous avons la chance d'avoir le commissaire de l'agriculture, des ressources en eau, de l'environnement, M. Kako Namuko. Merci d'être venu parmi nous. Je ne sais pas si je vous laisse la parole ou si je la laisse à M. Kahn, votre chargé des aires protégées, qui se charge des questions techniques. Donc merci d'être là. M. Kahn, je vous laisse la parole pour le mot final. Merci Christian. Avec l'autorisation de monsieur le commissaire, qui a vraiment, malgré son agenda bien chargé, a voulu être là avec nous. Ceci démontre une fois de plus toute l'importance que la région accorde à l'observatoire. Pour votre information, nous sommes dans ce processus pratiquement depuis 2013 pour en tout cas accompagner la région dans le cadre de la mise en place et de l'opérationnalisation de cet observatoire comme étant un instrument fournissant des informations pour aider le processus décisionnel, à quelque niveau que ce soit. Donc, l'avantage pour nous en tant qu'organisation, c'est que ce soit l'UEMOA ou de la CEDEAO, nous avons des politiques régionales en matière d'environnement et un des objectifs consiste donc au maintien de la biodiversité, voir comment inverser les tendances baissières de la biodiversité. Et pour faire cela, il faut des politiques, des programmes, des projets, voire des stratégies. Et tout ceci est basé naturellement sur des informations fiables qui permettent en tout cas aux décideurs, quel que soit le niveau sûr, qu'ils prennent la bonne décision pour voir maintenant comment dérouler tout cela. Et comme au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que nous avions des systèmes d'information, mais étaient un peu disparates. Mais dans le cadre d'une harmonisation et surtout pour mieux refléter le caractère régional de nos politiques environnementales, naturellement, l'Observatoire fait partie des initiatives clés, en tout cas dans ce domaine. Et l'intérêt d'avoir cet observatoire, comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai qu'on l'a dit précédemment, ça fournit des informations à partir des données qui sont collectées à la base. Et il y a des graphiques qui ont été montrés pour dire par rapport à la situation bien déterminée, quel est l'état de l'aire protégée. Maintenant, à partir du site, le même processus peut être répliqué au niveau national. Autrement dit, aujourd'hui, un ministère en charge des aires protégées, sur la base des informations fournies par l'Observatoire, à un moment donné, peut avoir une idée sur l'état, par exemple, de ces aires protégées. Et du coup, dans l'instant qu'on est dans un contexte de rareté de ressources, par rapport à des priorités, peut-être l'information issue de l'Observatoire permettra de savoir vers où orienter en tout cas le financement. Ça, c'est à l'échelle d'un État. Donc, il faudrait aussi que le public comprenne qu'au-delà de la collecte de données, au-delà des résultats obtenus à l'échelle d'un site, mais également si on fait une mise à l'échelle, ça permettra au pays, donc au ministère en charge de l'environnement ou bien à la direction en charge des aires protégées, de savoir à date quelle est la situation et s'il y a des décalages, comment y remédier. Au niveau régional, sachant que nous intervenons au niveau des écosystèmes transfrontaliers, là également, à partir de ce système, à partir des informations issues de l'Observatoire, ça nous permettra d'avoir une idée sur l'évolution de l'efficacité de gouvernance des aires protégées de manière générale et plus particulièrement au niveau des écosystèmes transfrontaliers. Et ceci permet aussi, dans le cadre d'une harmonisation d'approche, d'une mutualisation des affaires, voir donc comment dérouler des programmes les plus pertinents possibles à l'échelle du complexe transfrontalier, aussi bien pour les besoins de la conservation, mais également pour les besoins des communautés
vivant à la périphérie, puisque la finalité de tout cela, c'est pour aboutir à un développement économique, social et environnemental, en tout cas dans le cadre du développement durable. L'observatoire, c'est vrai que la porte d'entrée, c'est la biodiversité, c'est les aires protégées, mais comme on l'a démontré au niveau du système, vous avez plusieurs modules. Donc, un des modules suivants, c'est le système d'information sur la criminalité environnementale, pour lequel déjà dans le cadre du programme Biopama, il y a tout un exercice qui est en train de faire. Mais peut-être ce qui n'est pas apparu dans les communications, il y a un module qui concerne la comptabilité économique du capital naturel. Ça, c'est important, puisque aussi, il faudrait qu'on puisse démontrer, en termes sur le plan économique, quel est l'apport, par exemple, des aires protégées dans nos économies de manière générale. Donc, pour me résumer, nous avons ici un instrument qui sert de réceptacle par rapport aux données que j'ai données là-haut, mais en termes d'analyse, ça va produire des informations pour tous les segments qui intéressent donc la biodiversité et les aires protégées de manière générale. Et cet observatoire aussi, comme ça a été dit, le challenge dans l'immédiat, c'est d'en faire un centre régional de référence pour la Convention sur la biodiversité biologique, d'autant plus que tous les 16 États d'Afrique de l'Ouest sont États parties de cette convention. Et nous, et moi, les organisations, nous sommes observateurs à travers ces différents instances. Ça, c'est important. Le dernier élément sur lequel je voulais insister, c'est la connexion qu'il faudrait faire avec les autres observatoires. Pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, nous avons la Molowa, donc c'est vrai sur le littoral, mais certainement il y a des interactions en termes de biodiversité à ce niveau-là. Je crois qu'aussi nous gagnerions en termes d'efficacité et de pragmatisme et de pertinence, voir quels sont les liens fonctionnels à établir entre au moins ces deux observatoires. Ça, c'est à titre d'exemple. Maintenant, le dernier élément, c'est que tout ceci est relié à des bases de données mondiales. Donc, poursuivre un peu le processus et voir quelle est la contribution de l'Afrique de l'Ouest dans cette dynamique mondiale. Donc, c'est tout l'intérêt, en tout cas, que la région accorde à cet observatoire. Et nous le suivons de plus près et nous sommes heureux que monsieur le commissaire ici, présent avec nous par rapport à cette opportunité, et une idée, sachant qu'on aura peut-être d'autres occasions pour les développer de long en large, sachant que ça répond à une préoccupation de la région à ce niveau-là. Voilà donc ce que je voulais dire avec votre autorisation, monsieur le commissaire, et je vous remercie de votre très aimable attention. Merci, monsieur Kahn. Il nous reste quelques minutes, peut-être pour une ou deux questions avant de conclure cette session. Donc, la parole vous est donnée. Oui, je vous écoute. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour les différentes présentations. Je voudrais intervenir sur un ou deux points. Le premier point concerne la recherche. Est-ce qu'il y a une part qui est accordée à la recherche dans le cadre de ce projet? Si oui, et c'est à quel niveau que ça se situe? Le deuxième aspect, c'est par rapport aux petites subventions qui sont données. Est-ce que la priorité est donnée surtout à la reconstitution en matière de conservation? Est-ce que c'est accordé la priorité est donnée à la reconstitution soit du tapis herbacé ou bien de la faune, des espèces ligneuses ou bien de la faune, ou bien alors il y a un aspect qui est réservé aux populations autochtones en vue d'une meilleure préservation. Parce qu'une chose est de faire des actions de préservation, une autre chose est également d'amener les populations à adopter des comportements visant à favoriser justement la conservation. Je vous remercie. Très bien. Merci pour vos deux questions. Je peux peut-être y répondre. Concernant votre première question sur le financement des formations, c'est ça, n'est-ce pas, sur la recherche. Alors, il faut comprendre que dans la région d'Afrique de l'Ouest, la vision du travail est une vision programmatique et pas projet. Et donc, nous avons un portefeuille de projets et un éventail de différentes actions qui sont mises en œuvre, en particulier avec l'Union européenne. Et comme je vous citais précédemment, nous avons la convention PAP Bio, dans lequel est intégré des mécanismes de financement à la fois de projets de recherche, de conservation, mais aussi de formation, des formations diplômantes
avec la création notamment de diplômes universitaires et le financement de ce type de diplôme. Et donc, sur le financement de Biopama particulier, ces choses étant couvertes par ailleurs avec d'autres mécanismes, les financements du fonds d'action sont plus dédiés à des actions concrètes et directes de la biodiversité, même si la recherche fondamentale apporte des éléments nécessaires à la conservation. Les choix sont faits plutôt sur des projets d'action directe. Ce qui m'amène à votre deuxième question, qui est financé ? Il y a tout un processus et une procédure pour rentrer dans ce mécanisme de financement avec différents niveaux de financement et différents montants en fonction des objectifs que l'on se donne. Et alors, ce sont principalement des associations qui sont financées, des associations internationales, mais aussi nationales. Donc, nous avons beaucoup d'ONG nationales dans lesquelles rentrent ce que vous appelez les communautés autochtones, c'est-à-dire qui sont gérées par les communautés locales. Et donc, ce sont ces associations-là qui sont financées. Et il faut noter que le programme Biopama a une capacité assez forte et une très grande proximité avec ces associations. Dans les procédures les procédures de financement sont souvent lourdes, longues, complexes, il faut monter des dossiers, il faut avoir des capacités narratives, d'écriture, d'explication, souvent assez schématiques et assez complexes. Et nous avons en Afrique de l'Ouest la chance d'avoir une équipe qui est très proche de ces associations-là et qui les soutient et qui est derrière eux même dans les mécanismes de rédaction de ces projets-là, ce qui assure par la suite une meilleure mise en œuvre en général. Voilà. Je pense qu'on n'a plus vraiment le temps pour des questions. Si, une question encore. Ou pour compléter ? Compléter, voilà. Merci. C'est juste pour compléter par rapport à la question sur la recherche, pour dire que de la même manière que nous avons des points focaux au niveau des 16 pays, l'Observatoire entreprend de mettre en place un réseau de chercheurs de différents pays. Et ces réseaux de chercheurs-là vont venir des universités et des institutions de recherche qui pourront se servir d'abord de l'Observatoire en termes de données, mais également qui vont servir l'Observatoire parce que les données collectées vont servir à faire des analyses, des publications et ces résultats-là vont être capitalisés dans l'Observatoire. Merci. Très bien. Merci pour ce complément. Pour vous rappeler que nous avons derrière une clinique à 15h, qui d'ailleurs concernera le fonds d'action. Si vous voulez plus d'éléments techniques et plus de détails, vous pouvez vous y rendre à partir de 15h, c'est-à-dire dès maintenant. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci, monsieur le commissaire, d'avoir assisté à la fin. À très vite.